patient Parfendom, cela selon la version officielle que nous avons, et qui est d'ailleurs largement relayée jusqu'ici. Il y aura bel et bien cet entretien entre le président angolais et Joe Biden, mais l'échange devrait de façon globale tourner autour d'un important projet de chemin de fer soutenu notamment par les États-Unis, qui vise notamment à détourner des minerais essentiels de la Chine, entre guillemets. Le projet financé en partie par un prêt américain relie la République démocratique du Congo à la Zambie, riche en ressources, au port angolais de Lobito sur l'océan Atlantique, offrant ainsi une voie rapide et efficace pour les exportations vers l'Occident. Ça, c'est la version officielle, relayée jusqu'ici. Une version officielle, d'ailleurs, qui réjouit également les officiels américains, qui saluent, entre autres, cette arrivée de Joe Biden. Mais c'est quoi l'agenda caché? Est-ce la Fédération de Russie ou encore la Chine en ligne de mire? Guinée, vous savez, je veux continuer à tenir en disant il faut qu'on aille vers des intégrations sous-régionales. Si on ne voit pas un peu plus large, avec des structures un peu plus robustes et plus viables, nous serons à la merci de tout ce que je suis en train de voir là. Voilà l'un des représentants de l'État profond américain, M. Joe Biden, qui est aux portes, n'est-ce pas, de la Maison-Blanche, pratiquement. Mais malgré son état de santé, qui se paye quand même une visite dans un pays comme l'Angola, ça peut sembler facile, avec l'argument que plusieurs visites ont été reportées déjà. Oui. Mais là, vous avez mis le doigt dans l'un des investissements clés des États-Unis sur le continent africain, avec des objectifs bien précis que vous avez commencé à décliner. C'est-à-dire essayer de contrer suffisamment l'influence chinoise au niveau de ces vastes réserves de minerais, entre autres. Incroyable. Cuivre, cobalt, ce qu'on retrouve majoritairement du côté de la République démocratique du Congo. Voilà. L'Angola. Pourquoi l'Angola? L'Angola, parce que depuis un certain temps, j'espère que les dirigeants angolais ne l'oublient pas, ils sont ce qu'ils sont, grâce au sacrifice et des Africains, et des Cubains, et de l'Union soviétique de l'époque d'ailleurs, et de toute l'Afrique, n'est-ce pas, qui militait pour une véritable souveraineté de notre continent. Les Camerounais sont morts en Angola, luttant, les armes à la main, aux côtés de l'armée angolaise pour libérer l'Angola des forces militaires de l'Afrique du Sud raciste. Beaucoup de gens l'oublient, les Congolais aussi, etc. Alors, mais il y a aussi, ne l'oubliez pas, que l'Angola est quand même le médiateur dans le conflit qui oppose le Rwanda à la République démocratique du Congo. Cela ne vous a pas échappé. Que peut faire Biden dans le cas... Il sera à Luanda pour saluer le rôle majeur joué par le président Joao Lorenzo, ou alors Washington peut œuvrer d'une autre façon afin de permettre enfin aux deux principaux acteurs, le président congolais et rwandais, de s'asseoir autour d'une table de négociation. J'en viens. C'est toujours très bien de recevoir Satan à sa table ou bien à son salon. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dur, patient Parfendom? Non. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'influence de l'Angola sur un pays frère sur le plan historique qui est le Mozambique. Vous savez que c'est le pays lusophone. Et avec l'apparition, depuis qu'on a découvert au large de Mozambique du gaz et aussi du pétrole, de cette rébellion islamique. Tout à l'heure, on a parlé des Émirats arabes, mais dont on ne sait pas d'où sortir. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans cette affaire-là. Dans cette affaire-là aussi, nous avons le fait que beaucoup de fonds américains qui ont été investis en Afrique appartiennent à ce qu'on appelle des fonds vautours. Des fonds vautours. Les fonds vautours. Ça veut dire quoi, précisément? Voilà, très bien. Ce sont des fonds de certains privés américains, mais sur la couverture de l'État américain, qui allaient prendre des pans entiers des structures économiques un peu partout dans le monde, souvent avec des OPA inamicales. Et ces fonds vautours, tous les grands noms que vous entendez, les Soros, machin, ils mettent beaucoup d'argent dans ces fonds vautours-là. On les estime à plus de 60 000 milliards. 60 000 milliards de dollars. Alors, Trump, l'une des décisions de Trump, c'est de taper sur ces fonds vautours.
et de les diviser en deux. Une partie pour réinvestir à l'intérieur des États-Unis pour lancer l'économie américaine, mais une autre partie pour la redistribuer aux pays qui ont été victimes justement de l'investissement de ce fonds vautour-là. L'une des questions que certains experts se posent, c'est de savoir, est-ce que ce chemin de fer-là dont on parle, n'est-il pas issu de ces financements souvent opaques, occultes, dont personne ne maîtrise sous la couverture de l'État américain? Que vient faire Biden? On parle d'un projet financé en partie par un prêt américain. Donc on comprend que visiblement... vous comprenez très bien. Ça tient en partie par un prêt américain. Donc cette affaire-là, de la visite de Biden, moi, je la regarde comme la visite de quelqu'un qui est venu s'assurer. Parce que les autres l'ont dit, il faut boucler, n'est-ce pas, cette affaire avant que tu ne partes. Et il est venu s'assurer qu'effectivement, l'argent qu'on va mettre à disposition là-dedans sera en réalité sécurisé par l'État angolais, premièrement. Deuxièmement, que les arrangements qui doivent être faits entre le Rwanda et la République démocratique du Congo prendra en compte des intérêts des États-Unis. Des États-Unis? Non, pas des États-Unis. Quand vous parlez des États-Unis, il y a plusieurs États-Unis. Je parle de l'État profond américain. De Deep State. De Deep State. Je vous parle de ces différents lobbies qui investissent dans ces fonds vautours et qui avaient intérêt à avoir ces guerres-là pour continuer à prendre et le coltan et tout ce que vous avez cité là tout à l'heure dans le jeu. Qui ont financé certainement une partie, n'est-ce pas, pour permettre cette proxy guerre au niveau de Mozambique avec les implications que nous connaissons, mais qui aussi sur le plan géopolitique international, sur le golfe de Guinée, vous savez que l'Angola fait aussi partie du golfe de Guinée, va structurer un certain type de relation pour que Trump ne vienne pas opérer un basculement qui soit au détriment justement de ces lobbies américains qui étaient dans un redimensionnement de leur investissement sur le continent africain. Donc tout ça, si nous regardons ça seulement comme une simple visite, alors que Mme Harris, elle se prélasse actuellement, je crois, sur les plages hawaïennes, de M. Biden, qui est fatigué, qui est tout ce que nous savons au niveau de l'Angola, parce qu'il aime beaucoup l'Afrique, ça veut dire que nous n'avons rien compris. Mais l'Afrique peut-elle capitaliser sur cette visite de Joe Biden? Si oui, comment? Joe Biden n'est plus l'interlocuteur de l'Afrique, au moins pour les 4 années à venir. Nous avons un interlocuteur. Mais il est toujours président des États-Unis. Ah oui, mais il n'est plus l'interlocuteur. Du moins pour les 3 prochaines, voire 4 prochaines semaines. Oui, mais il peut prendre des décisions. Il y a bien le principe de la continuité de l'État, mais qui peuvent être remis en cause par M. Trump. C'est la même chose quand vous voyez ce qu'il est en train de semer comme bordel au niveau de l'Ukraine. Il prend des décisions qu'il sera incapable d'assumer dans quelques mois. Dans quelques mois, ou dès le mois de janvier. Alors ce que vous dites, c'est que si Kamala Harris avait gagné, Joe Biden n'aurait jamais mis le pied sur le continent africain patient par référendum. Il ne serait jamais venu parce qu'il était... comment dire ça, il y aura une continuité de sa politique. Donc bon, les mêmes agences, les mêmes structures et lobbies auraient continué tranquillement à pousser leurs pions. Mais Harris n'est pas là. Ils ont pris un certain nombre d'engagements. Ils ont même préfinancé un certain nombre de projets. Il faut s'assurer que ces projets-là et ce financement seront garantis et protégés, et l'État qui a le cash flow et qui peut leur assurer ces garanties aujourd'hui, c'est, je pense, l'Angola. Il y a aussi le fait que l'Angola est sorti de l'OPEP, et il y a des pressions qui sont faites pour qu'ils reviennent au sein de l'OPEP, et pour les États-Unis, ce n'est pas une bonne chose que l'Angola revienne au niveau de l'OPEP pour des raisons évidentes de maintenir à flot la production du pétrole angolais contre une politique d'ensemble de l'OPEP. Donc il y a beaucoup d'enjeux dans cette affaire-là. Et le continent alors, de quelle façon devons-nous regarder, ou du moins comment capitaliser, du moins quelle est la pure-value qu'on pourrait tirer, parce que quand on parle, on met beaucoup plus en évidence un projet comme celui-ci. On se dit que forcément cela représente une mine financière pour le continent, mais quand on suit vos explications patient par référendum, c'est le Deep State qui en tire pratiquement tous les bénéfices. Et on fait quoi dans le cas précis? Tous ces minéraux qui seront acheminés justement par ce corridor-là, comment capitaliser sur cette arrivée patient par référendum, même comme vous estimez que Joe Biden n'est plus aujourd'hui l'interlocuteur fiable? Non,
il l'est plus. Posez-vous la question, pourquoi les investissements ne vont pas dans le sens aussi de créer une petite industrialisation pour transformer ces minéraux dans les différentes applications dont ces minéraux ont une place importante. Pourquoi? Mais là, les accords ont déjà été passés. Ah, mais pourquoi pas? Pourquoi à Taïwan, on peut fabriquer, n'est-ce pas, des mini-puces, n'est-ce pas, des microprocesseurs, etc. Oui. Et en Afrique, il n'y a rien sur le plan sur la base de ce qui sort de notre sous-sol, pour qu'en Afrique, on puisse aussi créer de l'intelligence, mais surtout créer des industries qui vont nous permettre d'avoir une plus-value conséquente et nous permettre de résoudre des problèmes de pauvreté que nous avons. Pourquoi tout ce qu'on prend en Afrique doit absolument partir? Tout ce qu'on prend, et en termes de raw material, comme les anglophones, les Anglais, doivent partir, et vous ne voyez pas de projet de mise en place de structures, de transformation locale, n'est-ce pas, de ces minéraux dans les différentes composantes que nous connaissons et dont le monde occidental raffole, ou bien j'allais dire en a tant besoin sur le plan de tout ce qu'il fabrique. Donc là aussi c'est une autre question, mais je crois sincèrement que ce qui se passe, c'est encore là notre principal point faible. Les intellectuels que nous avons, les universitaires, tous les grands penseurs, ils parlent des victoires, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un a décidé, soi-disant, que maintenant c'est fini avec la base militaire française, alors qu'on voit très bien que c'est très hésitant, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas ferme, ce n'est pas décisif. Oui, pour sortir doyen. Oui, ou bien parce qu'on a créé une usine de tomates quelque part, mais on ne voit pas les intellectuels pousser les élites politiques de notre continent à leur dire attention. Attention, ce qui se passe dans le monde est très grave et la Syrie est en train de l'apprendre aujourd'hui. Faisons des entités qui sont un peu plus fortes, intégrons, n'est-ce pas, nos projections économiques, sociales, culturelles et diplomatiques, mais faisons corps, essayons de créer quelque chose de plus consistant, réévaluons nos capacités, réinjectons le peu que nous avons dans la formation et dans l'acquisition des connaissances pour nos enfants, pour que nous soyons quand même un espace qui compte sur le plan international. Quand on parle d'Algérie, les gens se fâchent, mais au moins eux, ils ont une industrie pharmaceutique aujourd'hui qui fait la fierté, non seulement de l'Afrique, même d'une partie du monde libre. Donc il faut aller vers la domestication de ces espaces qui nous échappent encore. Et je dis, la zone du Golfe de Guinée regorge de richesses incroyables. Voilà. On ne peut pas être seulement cette zone-là où on vient siphonner ce que nous avons, nos matières premières, parce que les gens, soi-disant, ont apporté de l'argent. L'argent, d'ailleurs, dont on ne sait pas très bien souvent la provenance, d'où ces fonds vautours. Et il faut dire, justement, aux Africains de faire très, très attention. On ne peut plus continuer d'être le vassal du monde de cette périphérie-là, où les intelligences ne réfléchissent pas pour avoir des projections et des programmations de ce que seront leurs États et leurs pays dans le futur, au vu des enjeux et des menaces graves qui, n'est-ce pas, sont aujourd'hui émergent au niveau de notre continent et du monde. Merci, patient.